Donc ça veut dire qu'il faut commencer très très haut. Quand vous avez de la chance, vous avez un auteur qui, voilà, l'idéal, qui va tellement immédiatement fidéliser ses lecteurs que cette attrition va être bien moindre, voire quasi inexistante. Pour moi, le cas d'école, c'est Woodkine. C'est sur l'épée de vérité, il y a des bouquins qui sont vraiment, je ne vous mens pas, à 59 560, le tome 2 est à 59 120. C'est-à-dire que la quasi-totalité de ces lecteurs sont restants. Évidemment, maintenant, sur 15 ou 16 volumes, ben non, le premier, je sais pas, à 200 000 ou 400 000, et le dernier, il est à 29 000. Enfin, 29 000, c'est déjà bien. Mais, voilà. Mais en même temps, 15 volumes sur 15 ans, c'est déjà miraculeux. Enfin, vous avez commencé à lire une série quand vous aviez 20 ans, vous continuez à la lire quand vous en avez 30. On est tellement différents. Quelles sont les chances pour que ça arrive? Donc c'est difficile de lancer une série et c'est difficile de la soutenir sur le long terme. Ce qui conduirait à penser qu'il vaut mieux faire des romans autonomes. Mais, assez traditionnellement, en fantasy, le roman autonome, il est difficile. Parce qu'il est... Je pense qu'en fantasy, on lit au long cours. Et quand on a une trilogie ou une grosse série, on a la sensation, ou au moins inconsciemment, on se dit, ok, lui, il a vraiment un truc à raconter, quoi. Parce qu'il a l'ambition, ou moi, de mon côté, quand je discute avec des éditeurs ou des éditeurs étrangers, je dis, ah oui, tu y crois vraiment? Ouais, j'y crois vraiment. D'accord. Donc ça donne envie. Et traditionnellement, en fantasy, on lit d'abord les grandes séries, et puis ensuite les petites séries, puis le roman autonome, et si vraiment vous adorez l'auteur, vous allez lire les recueils de nouvelles, ce qui vous donne une idée de l'échelle hiérarchique des ventes. Il y a un truc mais d'un autre côté, l'intérêt du volume autonome, c'est que voilà, ça se tente, et puis on voit ce que ça donne. C'est aussi, voilà, vous ne vous embarquez pas nécessairement dans un truc gigantesque, vous pouvez, entre guillemets, juste écrire un bon roman. Et ça peut aussi aujourd'hui très très bien marcher. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, il y a un intérêt pour la découverte des jeunes talents, particulièrement en fantasy francophone, qui fait que les volumes autonomes, enfin les romans autonomes ont plus de chances de se vendre qu'autrefois. Je pense par exemple à Paul Béran, c'est une guerre image, qui a un prix qui m'a dit oh, j'ai une petite idée, voilà, une vallée, un mec qui va protéger un village, ok cool, et puis à l'arrivée c'est un truc qui fait 1 million de signes, hyper développé avec une mythologie, etc. Et ça veut dire qu'il a super bien développé son idée, et à un moment donné, j'étais en train de le lire, et je lui ai dit mais tu crois pas qu'on pourrait en faire une trilogie? Et il a eu la lucidité et l'honnêteté de dire j'ai pas vraiment de quoi, enfin je vais tirer la ligne, je vais diluer, je préfère faire un bon roman qu'une mauvaise trilogie. Amen. Il y a quelque chose entre les deux qui est un dispositif qui a été peu ou prou inventé par David Gemmell, c'est d'écrire des romans autonomes dans le même univers, à des moments différents et avec éventuellement des personnages récurrents. Ça c'est magique. C'est magique parce que le libraire il n'a pas besoin de s'assurer qu'il a le tome 1. Vous pouvez lire n'importe quel Gemmell, n'importe quel ordre, sauf 3, qui est une trilogie. Ça, quand même, ça déclenche quand même l'envie de continuer à découvrir. Et c'est pas très facile à réaliser. Joe Abercrombie fait ça aussi, sur Servir froid, les héros, Pays rouge. Voilà. Mais il faut avant tout, pour arriver à faire ça, et finalement que ce soit une série ou une trilogie ou un roman autonome, il faut concevoir et maîtriser et livrer une bonne histoire, qu'un début, une fin bien ficelée. C'est pas parce qu'on écrit une série ou une trilogie qu'on peut laisser des fins ouvertes. Dire oh, la fin du tome 1 elle est bof bof, mais bon il y a le tome 2 derrière. Non, il faut que la fin du tome 1 ça soit une bonne fin de volume. On pourra revenir sur ces aspects-là plus tard. Je vous ai vu, mais... Alors j'ai une autre question un petit peu différente. Je voudrais vous poser des questions par rapport à vos critères. Parce qu'au final, tel que vous décrivez la chose, vous avez quand même beaucoup de manuscrits à lire, beaucoup de choses qui arrivent. Donc du coup, j'ai l'impression que ça devient un petit peu mécanique, j'ai envie de dire. Donc la question c'est, qu'est-ce qui va déclencher quelque chose? Est-ce que ça va être purement mécanique, c'est-à-dire, ah ça pourrait plaire, là il écrit bien, est-ce que c'est vraiment dans le fond ou dans la forme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut-être la chose qui va vous faire rêver au final, alors que bon, vous en lisez beaucoup, donc peut-être que le rêve arrive un peu moins souvent. Voilà, quel est le critère principal qui à un moment donné va toucher et faire à ça? Ça c'est bon. Il y a beaucoup de choses dans votre question. Oui. Non mais c'est très très bien, il y a beaucoup de choses dans votre question. Il y a un aspect qui est, oui, il faut l'avouer,
il y a une lassitude qui, voilà, quand on lit et qu'on cherche, si vous voulez, la spécificité de l'éditeur, c'est qu'il ne lit pas gratuitement. L'idée, enfin les gens qui disent « Ah, je prends un bon bouquin et je vais me le lire ». Moi, ça ne m'est pas arrivé depuis 20 ans. Parce que chaque moment que je peux dédier à la lecture, j'ai une sorte d'obligation morale et professionnelle de le consacrer au livre qu'on m'a soumis, plutôt que de dire, bon, en fait, je vais plutôt le laisser traîner 6 mois, parce que j'ai très envie de relire l'intégrale de Louis-Ferdinand Céline. Et j'ai très envie de relire l'intégrale de Céline. Mais en fait, il est assez difficile de prendre des espaces de liberté, de ce que j'appelle la lecture gratuite, de dire, par exemple, non mais le dimanche, je lis pour moi. Et c'est très important parce que, ouais, moi, j'en parlais avec des amis, des collègues il n'y a pas très longtemps, mais c'est ça, c'est que cette lassitude de lire, non, enfin, pourquoi ça devient une lassitude, c'est que c'est la lassitude de lire des mauvais projets. C'est ça qui est. J'ai une collègue Bella Pagan, qui est une éditrice anglaise, qui a une très belle expression qui est disheartening. Disheartening, c'est décourageant. Mais en fait, disheartening, c'est le heart, c'est le cœur. C'est que vraiment, dans décourageant, il y a cœur. En fait, ça vous dévaste. C'est qu'au bout d'un moment, vous n'aimez plus lire du tout. Et j'ai dit d'ailleurs, il y a quelques années, j'ai dit à des collègues, en fait, j'aime plus lire. Sauf que, à un moment donné, vous prenez un bouquin, une soumission anglaise, un livre en librairie, un manuscrit, vous commencez à lire le début et vous dites, putain, c'est ça un bon bouquin. En fait, maintenant que je me souviens, c'est ça. Et là, c'est la deuxième partie de ma réponse. C'est pas mécanique. Un bon roman, un auteur qui a quelque chose à dire, et qui a une façon de le dire qui est convaincante, etc., c'est page 1.